Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 218 aujourd'hui. Podcast qui, comme vous le savez, aborde l'univers de la course à pied depuis juillet 2020 avec des focus sur ma propre expérience, mais également sur le parcours d'individus, parfois anonymes, parfois des champions, mais également des experts qui viennent nourrir nos connaissances et notre passion pour ce sport qui nous rassemble. Alors en cette année 2024, année olympique, j'ai encore plus besoin de vous pour faire connaître ce podcast sur les différentes plateformes, sur les réseaux. Pour cela, il y a des moyens très simples, c'est de vous abonner sur Apple Podcast, sur Spotify, de liker, de laisser votre petite évaluation et sur les réseaux, quand vous appréciez un épisode, quand vous appréciez une actualité, eh bien tout simplement partagez-la et n'oubliez pas de m'identifier, je repartagerai ce contenu avec un grand plaisir. Toutes ces petites actions cumulées font que le podcast sera de plus en plus visible et c'est tout simplement un cercle vertueux puisque plus de visibilité dit plus d'écoute, plus de découvrabilité et donc un podcast qui sera mis en avant beaucoup plus facilement. Donc merci à vous pour ces petites actions qui font grandir jour après jour le podcast. En ce début d'année, eh bien, nous sommes tous et toutes tournés vers nos objectifs, qu'ils soient kilométriques, qu'ils soient chronométriques, avec des courses qui ne vont pas tarder à se profiler. Certains sont déjà dans des préparations très intenses en vue des semi-marathons et marathons du printemps. Et en ce début du mois de janvier, il faut faire face aux éléments, ce qui permet de forger le mental, car passer une séance sous la pluie, dans le vent, voire sous la grêle, ne fait que renforcer notre satisfaction, celle d'avoir osé sortir les chaussures et d'être allé au bout d'un entraînement que l'on pensait quasiment impossible au regard de la météo. Et ce n'est pas mon invité du jour qui va dire le contraire, puisqu'elle aussi a bravé des éléments contraires. J'ai l'immense plaisir de recevoir à nouveau Marie Léoté, qui était passée sur le podcast lors de l'épisode 31 et lors de l'épisode 133. Elle bouclait alors son tour du monde en courant, soit 697 marathons et 2 ans et demi d'aventure. Marie, vous l'avez entendu dans les capsules avec Bruno, à 2 reprises sur ces dernières semaines. Et dans l'épisode du jour, elle revient pour vous accompagner, vous donner des conseils sur l'organisation d'un défi que vous pourriez vous donner pour 2024 à minima ou pour les années suivantes. Nous aborderons tout d'abord le pourquoi. Quelle est la motivation à réaliser un tel défi comme a pu le faire Marie, mais également toutes les facettes de l'aventure, qu'il s'agisse du matériel, du financement, du parcours, ainsi que le testing de tout ce matériel embarqué pour ce voyage autour du monde. Un grand merci à toi Marie d'être passée à nouveau par le podcast À côté de mes pompes, toi qui te considères comme une sportive ordinaire alors que tu as quand même réalisé un challenge extraordinaire avec ce tour du monde en courant. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Marie Léoté, course à pied et défi, osez vous lancer. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Marie, merci d'être de retour sur le podcast À côté de mes pompes pour planifier et organiser un défi. J'ai fait appel à toi parce qu'avec un tour du monde sur 4 continents, une expérience de 2 ans et demi autour de la planète, tu étais l'une des personnes habilitées à pouvoir renseigner les auditeurs. On va peut-être pas les inciter à partir tout de suite sur un tour du monde, mais ça peut être un tour de son village, un tour du quartier, un défi qui est avant tout une aventure personnelle. Donc, sois la bienvenue. Merci Sébastien, un grand plaisir de te retrouver pour un nouveau podcast. On va peut-être revenir aux origines de ton défi pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. On les renverra de toute façon sur les 2 épisodes enregistrés. Celui qui était à mi-tour du monde, on était presque à la moitié de ton parcours. Et le 2e épisode où là, tu avais terminé et bouclé cette aventure. Je te laisse te présenter en quelques mots et puis on reviendra sur l'origine de ce défi. Ok, je suis Marie Léoté, j'ai 46 ans et je me suis lancée dans un tour du monde qui a duré à peu près 2 ans et demi entre
fin 2019 et septembre 2022. Donc je courais en moyenne un marathon par jour, 6 jours par semaine, et j'ai traversé comme ça 4 continents, donc toute l'Europe, du Portugal jusqu'à Istanbul, l'Océanie, de l'Australie, de Perth jusqu'à Sydney, l'Amérique du Nord de Seattle à New York, et l'Amérique du Sud du Chili jusqu'à Buenos Aires. Donc voilà, donc j'ai bouclé cette aventure en septembre 2022. J'en suis revenu j'ai eu aucune blessure, hein, donc tout s'est très bien passé pour moi. J'en fais le récit dans un livre qui est sorti là il y a un mois. Et puis voilà, donc l'importance de ces podcasts, c'est de partager l'aventure et puis de faire rêver d'autres et de leur ouvrir les portes aussi. Voilà. Alors le pourquoi de cet épisode aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé dans les précédents enregistrements de l'envers du décor, de toute cette partie logistique et de l'importance d'une planification, qu'elle soit par rapport au trajet, mais qu'elle soit également financière, ou encore tout simplement sur la trace que tu vas prendre et par quels moyens on peut justement imaginer un itinéraire qui a été le tien. Et les auditeurs pourront, eux, aller tracer leurs propres itinéraires pour les défis qui les porteront. Déjà, Marie, pourquoi un tour du monde ? Quelle a été ta motivation et comment est né ce projet au tout début ? Au tout début, c'est très simple, hein. Je pense qu'il y a un rêve d'enfant qui est ancré depuis longtemps. Et il se trouve que ma vie de nomade a fait que ce rêve ne m'a jamais vraiment quitté. Il n'a jamais été mort et enterré. Parce que ma vie de nomade permettait de le vivre un peu d'une certaine manière. Et puis, la course à pied est entrée dans ma vie quand j'avais 26 ans. Et à partir de ce moment-là, ma vie de nomade a été magnifiée parce qu'en fait, la course à pied me permettait d'en voir plus du monde, de le voir différemment. À chaque fois que je changeais de pays, que je changeais de ville, ça me permettait d'en avoir une autre perspective. Et en fait, j'ai mis les deux en adéquation. J'avais 40 ans quand j'ai eu cette idée dans un petit moment de sérendipité où j'ai mis ensemble course à pied et tour du monde. Et ça a donné ce projet fou. Et donc, justement, la partie qui a été pour moi la plus importante en amont, c'était ces 2 ans que j'ai dédiés à la préparation. Alors, c'était beaucoup de travail, hein, parce que je bossais quand même à plein temps à côté, vu que je savais que j'allais devoir être autofinancée, donc il fallait continuer à bosser. Donc, ces 2 années où je courais quand même un demi-marathon par jour pour revenir du boulot tous les soirs, ça c'était la partie de préparation physique. J'utilisais toutes mes vacances, etc., à enchaîner les marathons et tous mes week-ends. Et puis, il y avait donc sur le côté, effectivement, la préparation financière, où je mettais tout de côté uniquement pour ce tour du monde, et la partie logistique, dont on pourra parler aussi. Et on parle quand même de 2 ans de préparation, hein. Donc, c'était vraiment important pour moi, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce tour du monde s'est si bien passé. Alors après, hein, ce tour du monde, on en reparlera bien sûr, il a été complètement différent du plan que j'avais conçu, puisque dans mon plan, naturellement, il n'y avait pas le Covid, par exemple. Donc, il y a beaucoup de variables qui se sont Tu l'avais pas vu venir, celui-là. Ah, bah non, curieusement, hein. Donc, il y a beaucoup de variables qui se sont invitées, mais l'intérêt de bien planifier, c'est qu'on acquiert un savoir-faire. Et le savoir-faire qu'on acquiert, c'est de pouvoir refaire son plan au pied levé, un peu comme Google Maps. Vous dites, bah voilà, aujourd'hui, je vais de Paris à Rennes. Et puis, donc, il vous fait une belle ligne bleue qui va de Paris à Rennes. Il vous dit, voilà, vous y serez en 3h30, je sais pas. Et puis, tout d'un coup, il y a des bouchons. Alors, hop, il dévie, il vous fait passer par ailleurs. Et puis, il y a un éboulement de terrain. Et puis, je sais pas quoi. Et en fait, l'intelligence incroyable de Google Maps, c'est de refaire l'itinéraire à chaque fois qu'une nouvelle variable entre en ligne de compte. Jamais Google Maps vous dit, c'est pas possible d'y aller. Il vous trouvera toujours un endroit, enfin, du moins moi, en 2 ans et demi autour du monde, Google Maps m'a toujours trouvé un endroit. Et en fait, l'idée pour moi, c'était d'être moi-même une sorte de Google Maps, c'est-à-dire qu'en fonction des variables que je recevais, le Covid entre autres, hein, mais aussi il y avait les climats, etc. à prendre en compte, et ben c'était d'être capable de toujours tracer sa route parce qu'on sait comment le faire si on l'a bien fait au départ. Voilà. Sur un plan physique, tu disais, je me suis préparé pendant 2 ans en amont. Tu as tapé là aussi sur Google comment réaliser un tour du monde en courant ? Un petit peu, oui, parce que donc du coup, quand l'idée est venue, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible tout court ? Est-ce que ça a déjà été fait ? Et j'ai vu qu'il y avait 6 personnes qui l'avaient déjà fait. Donc là, pour moi, ça a été un peu le déclic de me dire, si 6 personnes l'ont fait, c'est que c'est faisable tout court. Donc,
j'ai regardé un peu les profils, hein, j'ai lu leurs livres, je me suis beaucoup documenté sur ces 6 personnes, et c'était assez intéressant parce qu'ils ont tous des profils très différents, hein, de l'Irlandais Tony Mangan qui était champion d'ultramarathon dans son pays, à Tom Dennis l'Australien qui lui était un mathématicien et un océanographe qui qui avait pas du tout le profil, même s'il était très sportif. Donc je me suis dit c'est marrant, c'est en fait ce qui réunit tous ces gens, leur dénominateur commun, c'est le désir incroyable qu'ils ont non seulement de voir le monde, mais de le découvrir spécifiquement de cette manière-là, d'en faire le tour spécifiquement en courant. Il y a quelque chose de très, très précis dans ce désir. Et moi, je l'ai identifié tout de suite. Et donc, alors effectivement, il n'y a pas de petit manuel, hein. Chacun a fait les choses très différemment. Serge Girard, le Français, qui est le pionnier mondial du voyage en courant, lui, il l'a fait de manière incroyable. Il courait plus de 60 km par jour sans jamais prendre 2 jours de repos. Il a établi le record du monde. Il peut dormir sur ses 2 oreilles parce que je pense pas qu'il sera battu d'ici peu. Mais bon, quand on parle à Serge, hein, c'est pas le record du monde qui compte, hein, pour lui. C'est le voyage, bien sûr, le cheminement. Et donc, j'ai regardé un peu et j'ai pas trouvé de méthode unique pour s'entraîner à faire un tour du monde en courant. Donc voilà, ce que je me suis dit, et c'est un peu comme dans toute course pour laquelle vous vous préparez, c'est qu'est-ce que la course va demander de moi et comment développer ses capacités au mieux. Moi, ce que ça allait me demander, c'était d'être capable tous les jours d'enchaîner ces distances. Donc voilà, il allait falloir que je trouve une espèce d'endurance naturelle qui me fatigue le moins possible, un rythme qui est ce que j'appelle le rythme conversationnel, et qui me permet, voilà, tous les jours de me remettre à la tâche sans souffrir de fatigue particulière. Donc, alors, j'ai trouvé une méthode assez particulière pour faire ça. Je revenais du bureau en courant. Alors, je revenais plutôt que d'y aller. Parce que si j'y vais au bureau en courant, j'ai un stress. Il faut que je sois à telle heure, j'ai des meetings, j'ai des rendez-vous, j'ai des échéances. Alors que si je reviens chez moi en courant, bon, je vivais seul à l'époque, il y a personne qui m'attend. Il y a pas de, je peux rentrer à 8h, à 9h, à 10h du soir, on s'en fiche. Donc, ça me laisse la liberté complète de trouver mon cheminement, mon rythme. Donc voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça sur le plan physique. Il y avait une grande liberté qui me permettait de trouver mon rythme à moi, et puis de me dire, bah, demain il y a une grosse journée de boulot qui m'attend, il faut que je sois fraîche et en forme. Donc en fait, ce demi-marathon quotidien, il devait pas me fatiguer. Et c'est comme ça que pendant ces 2 ans, j'ai réussi à caler mon rythme, à caler ma manière de courir, de faire mes pauses, ce qui me permettait de ne pas souffrir de fatigue ni de blessure. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire aucune blessure dans la préparation, et dans ces 2 ans et demi de Tour du Monde, pas de blessure non plus. Preuve que ce que tu avais mis en place en amont, cette endurance, cette capacité à solliciter ton corps, mais à un rythme qui doit être relativement bas pour ne pas le fatiguer et occasionner finalement de traumatisme, bah, c'était la bonne stratégie. C'était la bonne stratégie, et pour moi, ça a entièrement fait partie de ma préparation. Je le résume comme ça, en fait, cet élément de la préparation, c'était à projet atypique, solutions atypiques. Et c'est-à-dire, notamment dans ma préparation physique, j'avais un chiffre bien précis à l'esprit. Entre 50 et 70% des coureurs qui préparent une course dans l'année, et je parle bien d'une seule course, hein, alors que moi j'enchaînais un marathon par jour, se blessent au cours de leur préparation. Et ce chiffre-là, c'était mon épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je me disais, c'est pas possible. Parce que si moi je me blesse, c'est l'arrêt de mon aventure, c'est l'arrêt du rêve. Le Tour du Monde, il n'a pas lieu si j'ai des tendinites, des essuie-glaces, tout le jargon du coureur à pied qui se blesse. Et donc, il a fallu que je prenne le contre-pied de nombreuses idées reçues dans le monde du running. Par exemple, j'ai reprogrammé complètement ma foulée pour atterrir plutôt sur l'avant du pied et laisser le pied faire l'amorti, et ne pas donner ce job-là à une chaussure en carbone, en propylène, en coussin d'air, en tout ce que vous voulez. Il fallait que ce soit mon pied qui fasse l'amorti, parce qu'il est fait pour ça, le pied. J'ai aussi complètement fait ma formation à partir de... Je suis parti de zéro, hein. J'étais vraiment à regarder les planches d'anatomie. J'ai fait toute ma formation en autodidacte, en biomécanique, en physiologie, etc. Je me suis fait quand même aider par un kiné que je voyais 1 fois par mois pendant ces 2 ans, hein, pour confirmer ce que j'apprenais ou pour parfois corriger ce que j'avais cru comprendre et que je n'avais pas compris. Pour te donner un exemple un peu d'à quel point on poussait le truc avec le kiné, il m'apprenait en fait à courir en ressentant l'action de muscles spécifiques. Et ça, mais c'est un boulot qui m'a pris des mois et des mois, hein, parce que quand il me disait, par exemple, tu vois, si t'engages pas bien tous les muscles de ta cuisse ou de ton mollet, le job que fait pas le muscle parce qu'il veut s'économiser tellement tu lui donnes de charge de travail, ce job qu'il ne fait pas, ça retombe sur les articulations. Et c'est comme ça qu'on se blesse, parce que du coup, tu mets sur tes tendons, sur tes ligaments, etc., tu mets une pression qu'ils ne sont pas censés recevoir. Donc,
engager les muscles, être capable de comprendre quand un muscle se désengage, c'est un boulot phénoménal et qui me prenait moi beaucoup d'attention pendant mes courses. Mais pour moi, c'était le travail le plus important. Donc vraiment, la préparation, je l'ai faite avec une précision incroyable parce que pour moi, c'était important. C'était ce qui allait me protéger de la blessure, justement. Et donc, cette connaissance de soi, tu l'as optimisée parce que pendant 2 ans et demi, tu étais seul face à tes tendinites potentielles, à ces bobos qui pouvaient survenir. Donc là, il fallait écouter son corps encore plus que quiconque pourrait le faire dans une pratique quotidienne et raisonnée. Parce que là, on part sur un projet qui est un petit peu hors norme. Exactement. Et encore une fois, de prendre le contre-pied. Tu sais, on entend un peu souvent dans le monde du running, du triathlon, tout ça, on entend no pain, no gain. En gros, si vous ne souffrez pas un petit peu, c'est que vous ne poussez pas assez et donc vous ne pourrez pas progresser. Pour moi, c'était hors de question. Pour moi, quand on arrive à ressentir de la douleur, c'est qu'on a déjà on a déjà mis à la poubelle un nombre de signaux incroyables que le corps nous envoie. Et pour te donner un exemple qui vraiment résume bien ce que je veux dire par là, j'ai pas eu une seule cloque pendant le tour du monde. Mais parce qu'une cloque, pour qu'elle arrive, c'est qu'il y a déjà un échauffement, il y a quelque chose qui frotte. Ça échauffe, la peau s'échauffe, devient rouge, etc. Et puis il y a la cloque qui se forme. Il y a du temps qui se passe, il y a des signaux qui sont envoyés que votre cerveau est programmé pour ne pas écouter. Et ben moi, il a fallu que je reprogramme. Moi, je veux avoir tous les signaux. Quand ça commence à frotter, non seulement je veux avoir le signal, mais je veux l'adresser immédiatement. Et on s'en fiche. Je perds 5 minutes à me remettre une chaussette, à défermer lacets, à les refaire bien, à changer de chaussure parce que celle-là, elle frotte trop. On s'en fiche. Mais le but, c'est que moi, je veux pas avoir une cloque. Parce que si j'ai une cloque, le lendemain, le marathon, il va être pénible. Et le jour d'après, le jour d'après, le jour d'après. La cloque, elle mettra 1 semaine ou 2 à guérir. Donc voilà. Donc ça, mais bon, pour sentir ça sur une cloque, pour sentir aussi que le tendon commence à vous dire là, je commence à souffrir un petit peu. Ça fait pas encore mal, mais ça va finir par faire mal si on continue à faire ce qu'on fait. Donc regardez, tiens, bah oui, ça fait 2 jours que je cours sur des graviers, sur des petits chemins, voilà. Bon bah tant pis, je vais faire 2 jours de route pour que ma cheville se stabilise et que le tendon, voilà, ils me disent merci. Tout, en fait, c'était d'écouter en permanence tous les signaux. Et alors bon, au bout de 2 ans et demi, ça se fait un peu naturellement, mais au début, c'est une vraie discipline. Et en fait, il y a de la planification et de la discipline en permanence. C'est un ping-pong permanent entre les deux. En termes de volume kilométrique dans cette préparation, est-ce que tu peux l'évaluer en termes chiffrés? Ou est-ce que c'est compliqué et que tu as quand même cette notion du demi-marathon, de ce semi-quotidien pour rentrer à la maison? Oui, ce demi-marathon, il était très important pour moi parce que je me disais, si tous les jours, avec un boulot à plein temps qui était quand même assez exigeant, j'étais directrice financière d'une grosse boîte à Singapour, donc c'est très demandant, on vous laisse pas beaucoup de repos, vous avez des échéances en permanence, donc nerveusement, mentalement, c'est très compliqué. Donc je me disais, si avec une énorme journée de boulot comme ça, je suis capable de faire mon demi-marathon par jour et de l'apprécier, d'y prendre beaucoup de plaisir. Si on m'enlève ma grosse journée de boulot et tout ce que j'ai à faire, c'est faire un demi-marathon pendant ce temps-là, je me disais, oui, le marathon par jour, il passera. Pour moi, il n'y avait aucun problème. Mais pour tester quand même le concept, comme je te l'ai dit plus tôt, j'utilisais tous mes longs week-ends et tous mes jours de congé à faire ce que j'appelle des voyages marathons. Donc voilà, je testais le concept du tour du monde. En gros, je partais avec un petit sac d'affaires, ma poussette pour transporter mes affaires, et je me disais, voilà, là j'en fais 3 en 3 jours, là j'en fais 5 en 5 jours, etc. Donc je testais, parfois je partais et puis j'avais juste mon matériel de camping. Voilà, est-ce que j'apprécie, est-ce que je prends du plaisir à planter ma tente après un marathon, à me laver à la rivière et puis à me reposer en écoutant le chant des oiseaux avec aucune distraction autour et puis repartir le lendemain pour un autre marathon. Est-ce que c'est vraiment le plaisir que j'en escompte? Et puis je testais aussi, voilà, j'ai eu toutes sortes de conditions, de la pluie, de la chaleur, etc. Et le but de tout ça, c'était de tester avec le volume d'entraînement qui va avec. Donc quand je partais en voyage marathon, on était bien sur un marathon par jour. De voir, pour moi, ce qui était crucial, c'est d'une part, effectivement, comme tu l'as dit, est-ce que le corps peut supporter ce volume? Et d'autre part, est-ce que j'y prends vraiment plaisir? Parce que c'était pas envisageable de partir si j'avais pas la certitude que c'était, parce que le plaisir, finalement, ça sera mon moteur numéro 1 pendant l'aventure. Donc, il fallait vraiment préserver ça. Donc ça, c'est partie de la planification, d'être sûr aussi du résultat qu'on va chercher. Donc, tu avais déjà des micro-aventures avant même que l'aventure ne débute, mais ce qui t'a permis de tester grandeur nature, cette poussette, ce matériel, ces équipements, parce que
en plein milieu de l'aventure, là, il était trop tard pour régler ces détails-là. Donc, tu as fait ces tests, mais vraiment en conditions réelles. Ouais, exactement. Pour moi, c'était ça. C'était du test en grandeur nature. Voilà, il y a des journées, par exemple, je me rappelle de souvent, je partais, mon format préféré, qui était le plus simple, c'était un 5 marathons en 5 jours. Ça me permettait d'avoir, je faisais vendredi, samedi, dimanche. Il y avait un long week-end, j'avais le lundi, mardi en plus. Voilà, ça me permettait de m'isoler de mon travail pendant 5 jours. Et ces 5 marathons en 5 jours, je me rappelle que le deuxième que j'ai fait, c'était des conditions épouvantables. Il a plu non-stop pendant 3 jours. Je campais, j'étais trempé. Mon sac de couchage était trempé, mes affaires étaient trempées. Et puis les 2 derniers jours, bon, c'était un peu plus sec. Mais c'est marrant parce que les amis qui suivaient un peu mes préparations me disaient mais ça a dû être une galère épouvantable, 3 jours sous la pluie et à courir. Et en fait, moi non, pas du tout. Je suis revenu avec une banane, un sourire incroyable d'une oreille à l'autre, en disant mais c'était une vraie aventure. J'avais l'impression d'être une aventurière. Et en plus, celui-là, je l'avais fait sur la côte ouest de l'Australie. Et c'était juste une aventure géniale où j'avais l'impression que j'avais l'impression non, c'était la réalité. Je devais me débrouiller avec les conditions, les éléments, avec tout. Et moi, c'est ce qui m'anime. J'adore être mise au défi. J'adore avoir à me débrouiller. Et j'ai trouvé ça génial. Donc en fait, voilà, j'ai testé le concept jusqu'à être sûr qu'on maîtrise bien toutes les variables. Et est-ce que ces différents stages réalisés au fil de cette préparation n'ont fait que renforcer ta motivation à partir et de te dire bah oui, finalement, c'est ce qui me plaît. Et ce plaisir, hein, tu l'évoques régulièrement, n'a été que décuplé. Tout à fait. Et alors non seulement le plaisir décuplé, etc., la découverte tous les jours une nouvelle aventure en fait. Et puis autre chose, de répéter à l'envi ces préparations, ces préparatifs, ça m'a permis de me débarrasser de beaucoup de choses et de plein de peurs. Alors moi qui étais déjà nomade depuis 20 ans, j'avais l'impression de me débarrasser déjà plein de peurs, hein, la peur de l'autre, la peur de l'autrui, la peur de ce qu'on ne connaît pas, la peur de l'inconnu, etc. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il me restait quand même beaucoup de peur. Et en courant avec cette poussette, c'est dans ces préparations que j'ai découvert que ma poussette, en fait, me prévenait de beaucoup de dangers. Et ça, je l'ai découvert, c'était un voyage marathon de 8 jours, donc 8 marathons en 8 jours que j'avais fait sur Noël et le jour de l'an, en Australie aussi. J'habitais pas loin de l'Australie. Hein. Et donc, ce jour-là, je courais sur une route déserte, comme vous pouvez imaginer en Australie, où quand on s'éloigne des grandes villes, il y a vraiment plus rien. Et il y a une voiture qui s'arrête à 200 mètres de moi et je cours avec ma poussette le long de cette route et je me dis, je sais pas qui y a dans cette voiture, mais j'espère que ça sera pas une mauvaise rencontre parce que là, il y a vraiment rien autour, quoi. Si je suis tombé au mauvais moment sur la mauvaise personne, ça sent pas bon pour moi. Et puis moi, je continue de courir et je passe au niveau de la voiture et là, le type baisse la vitre et là, je vois un énorme gars, genre bâti comme une armoire normande avec une grande barbe de ZZ Top, des lunettes de soleil et tout, avec un immense sourire. Il me tend un sac avec dedans des sandwichs et de l'eau. Il me dit je t'ai vu passer ce matin sur la route, il y a rien avant la prochaine ville. Donc il savait que j'avais une bonne 40aine de kilomètres à courir. Et il faisait une chaleur pas possible parce que là-bas à Noël c'est l'été. Et il me dit il y a un peu d'ombre là-bas, va t'asseoir et profite de tout ça parce que toi et ton bébé vous avez une longue route. Et j'étais complètement estomaqué. Et j'ai même pas eu le temps de lui expliquer qu'il n'y avait pas de bébé dans la poussette, qu'en fait j'aurais pu lever la housse et c'était mon sac d'affaires qui était dedans. Et le mec est parti. Et en fait, je me suis rendu compte que, mais en fait, tout le monde me perçoit comme ça. Quand on voit une femme courir avec une poussette, à 99% des cas, les gens vont penser que c'est une femme qui fait son jogging avec son bébé. Et j'ai découvert dans ce moment-là qu'en fait, c'est une sorte de tabou universel. Une femme seule, sans aucun équipement, ça peut être une proie. Et ça peut être dangereux et je comprends tout à fait. Et moi-même, ça m'est arrivé de pas être rassuré sur certaines routes, un peu isolé et tout, à me dire s'il m'arrive quelque chose, j'ai vraiment aucun moyen de m'en sortir. Et là, en fait, cette poussette, j'ai réalisé que ça allait être ma grande alliée. Donc, en fait, ces tests que je faisais d'enchaîner les marathons, etc., pendant ces 2 ans de préparation, ça a non seulement servi à cimenter ma conviction, mais me débarrasser des peurs pour moi et aussi pour mon entourage. C'est-à-dire que ma famille, mes amis, en me voyant partir, ils avaient peut-être aussi un peu moins peur parce que j'ai réussi à leur faire comprendre ça, à leur dire mais vous faites pas trop de soucis pour moi. J'ai une alliée en béton armé, j'ai cette poussette qui vraiment me garantit ma sécurité et ça s'est confirmé sur le tour du monde où j'ai pas été inquiété une seule fois. Et est-ce que cette poussette, elle a tenu le choc ou est-ce que tu as dû investir dans un autre modèle moins résistant finalement que Marie qui, elle, a tenu un tour du monde sans blessure?
Ouais, la poussette, malheureusement, non, non. Alors, elle a très très bien tenu parce qu'elle a fait toute la traversée de l'Europe et toute la traversée des États-Unis. Donc là, on parle quand même de... Ah non, elle a pas fait tous les États-Unis, pardon, elle a fait toute l'Europe. Donc l'Europe, c'était 15 500 kilomètres, plus mes courses de préparation. Disons que la poussette, elle a fait à peu près un peu plus de 17 000 kilomètres, la première. Et puis, il a fallu que j'en change parce que les rivets, le cadre commençait à swinguer un peu de gauche à droite. Et donc, j'avais peur que ça se casse. Donc, j'en ai racheté une deuxième. Et puis voilà, donc 2 poussettes sur ce tour du monde. Mais effectivement, comme tu le dis, 2 poussettes, une seule Marie. Cette poussette, Marie, elle représentait combien de kilos à pousser, non pas à tracter? C'était une option pas forcément facile. On voit des fois des coureurs qui partent avec quelque chose d'harnaché autour de la ceinture, un petit chariot derrière eux. Toi, tu avais l'option donc de la poussette avec, sur un plan biomécanique, quelque chose qui n'est pas, on va dire, naturel. Courir sans les bras ou en poussant cet engin qui est à 3 roues. Comment tu as réalisé ce choix et pourquoi la poussette? La poussette, pour moi, ça me paraissait le plus logique et le plus logique d'un point de vue aussi de force appliquée. C'est-à-dire que si je tire quelque chose, c'est quelque chose qui ne fait que solliciter de l'effort, qui jamais je peux m'en reposer en fait, même sur le plat, même dans les descentes, ça me pousse et du coup je dois retenir. La poussette, ça me permet sur le plat au moins de pouvoir courir en utilisant quand même le mouvement de balancier de mes mains. C'est une poussette à 3 roues dont la roue avant se bloque, ce qui fait que par exemple je peux la pousser, faire 3 foulées en utilisant mes bras et puis la repousser, etc. Ça me permettait d'être souvent assez libre d'elle. C'était un modèle très robuste, hein, avec des amortisseurs, des petits trous de vélo, etc. Ce qui me permettait de l'emmener sur des sentiers de montagne aussi. Je voulais être libre de pouvoir courir en nature le plus possible, plutôt qu'être le long des routes, hein, c'était quand même l'objectif. Et alors, effectivement, la question du poids s'est posée, hein, je l'ai testé aussi. J'ai minimisé au maximum mon équipement. J'avais quand même un ordinateur pour mettre à jour mes données, pour bien refaire mon itinéraire, etc., pour mettre à jour mon blog. Donc, l'ordinateur, ça pesait quand même avec le câble. J'avais seulement 3 tenues de course, une tenue civile. J'avais vraiment pas grand-chose, mais on arrivait, quand j'avais le matériel de camping aussi avec, on arrivait à une douzaine de kilos. La poussette elle-même faisait 12 kilos. Donc, on est déjà à 24 kilos à bout de bras. Et puis tu rajoutes à ça 4-5 litres d'eau, hein, tu rajoutes à ça un petit peu quelques snacks. Bon, on arrive à peu près à une trentaine de kilos que j'avais à bout de bras tout le temps. Alors moi, franchement, j'en ai pas souffert énormément. Ce qui est évident, c'est que j'avais une musculature qui n'était pas du tout une musculature de marathonienne, hein, avec le dos assez musclé, les fessiers, l'arrière des cuisses très musclés, les bras aussi. Donc voilà, mais encore une fois, je l'ai testé dans mes préparations, donc j'ai pas eu à en souffrir plus que ça. Mais c'était quelque chose, si vous planifiez de partir à l'aventure avec du poids, tout comme ceux qui partent à l'aventure en vélo avec des sacoches et tout, et ben faut s'entraîner avec aussi, sinon vous aurez une grosse surprise quand vous vous retrouverez à démarrer l'aventure avec cette charge-là. Il faut s'entraîner avec, c'est très important. Alors pour finir sur le plan matériel, tu avais donc besoin également d'un GPS pour tracer et te localiser, et également on va parler des chaussures. Quel modèle tu avais choisi? Est-ce qu'il y en avait un qui ressortait parmi toutes les paires qui existent sur le marché, ou bien tu composais en fonction de ce que tu pouvais trouver sur un plan local et en fonction des pays traversés? Question très intéressante, les chaussures. Alors, ce qui se passe, c'est comme on vient d'évoquer, je minimisais au maximum le poids de l'équipement, hein. Donc, je m'étais dit dès le début, je pars avec une seule paire de chaussures de course, celle que je porte. Et quand elle commence à arriver en fin de vie, je cherche un magasin et puis je prends ce que je trouve. Mon critère de sélection, c'était toujours la semelle et notamment le talon le plus fin possible. Puisque comme j'en ai parlé sur la partie biomécanique, j'ai reprogrammé mon pied pour atterrir plutôt sur l'avant et laisser le pied faire le déroulé et donc l'amorti de la foulée. Je voulais pas que ce soit la chaussure qui fasse le boulot, donc je voulais pas un talon qui me dérange et qui allait attraper le sol en premier. Donc c'était pour moi la semelle la plus fine. Alors après, donc il y a eu toutes sortes de modèles. Il y a un modèle de chaussure qui a particulièrement bien fonctionné et j'ai eu la chance de pouvoir le trouver 3 fois d'affilée. Et c'est des chaussures qui duraient entre 2000 et 3000 kilomètres. Ça, c'était vraiment des chaussures top. Et ce qui est malheureux, c'est que à chaque fois, c'était jamais la semelle qui rendait l'âme en premier, c'était toujours le tissu. Donc, je finissais par avoir des trous au niveau des doigts de pied, etc. Détail intéressant, je prenais toutes mes chaussures à une pointure au-dessus de ma pointure naturelle.
Je sais pas si c'est parce que les pieds gonflent au cours du marathon ou si c'est parce que voilà, j'avais plus de place, j'étais moins serré, il y avait moins de frottement. Mais donc je fais normalement du 41 et je prenais facilement du 42 et demi. Sinon non, il y a pas eu à part ces 3 modèles de chaussures, mais sinon je trouvais vraiment ce qu'il y avait dans le magasin. Il y a un détail amusant, c'est que quand je fais la traversée du désert en Australie, je pars sur vraiment 1200 km de traversée de désert. Et il se trouve que j'avais pas changé mes chaussures depuis très longtemps quand j'ai attaqué le désert. Et j'ai fini avec des trous dans la semelle parce que bien sûr dans le désert il n'y a pas de magasin de chaussures. Donc c'est le petit risque que je prenais en n'ayant pas de chaussures de rechange, c'était de pas trouver à temps. Mais ça m'est arrivé qu'une fois et c'était pas si dramatique. Alors sur la balise, pour te traquer, parce qu'il faut que tu sois localisable et que tu puisses justifier de tes parcours quotidiens avec ce marathon réalisé, la montre utilisée, est-ce que une balise extérieure est également présente dans la poussette? Oui, tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, ce tour du monde, il a été ratifié et validé par un organisme indépendant, la World Runners Association, qui s'occupe justement de valider ces tours du monde en courant. Donc, ils n'ont pas d'exigence particulière, mais moi, je voulais leur donner tous les outils. Ils ont des recommandations. Et donc, moi, j'ai suivi toutes leurs recommandations à la lettre. La première recommandation, c'était bien sûr de mettre mes données GPS en ligne tous les jours. Donc j'avais 2 GPS, en fait j'en avais 3. J'en avais 2 qui enregistraient la course tous les jours parce que je suis un peu, j'avais un peu peur. Je me dis s'il y en a un qui me lâche en cours de route, tout d'un coup j'aurais pas cette course-là. Donc j'en avais 2 qui enregistraient en permanence. Comme ça, s'il y en avait un qui lâchait, j'avais toujours celui de secours qui avait aussi enregistré la course. Et puis j'en avais un troisième dans mes bagages au cas où un des 2, voire les 2, rendait l'âme. Donc ça c'était voilà pour être sûr de tous les jours pouvoir donner ma trace GPS que je mettais systématiquement sur mes comptes Garmin et Strava au quotidien et sur mon site internet. Et puis en plus de ça, il y avait un autre truc, effectivement comme tu l'as mentionné, la balise satellite qui elle alors communique directement avec les satellites et donne ma position très précise on peut le régler, ça peut être toutes les minutes, toutes les 5, 10 ou 15 minutes comme vous voulez. Moi c'était toutes les minutes. Donc ça permet 2 choses. Ça permet d'une part de s'assurer que c'est bien moi qui cours, qui suis bien sur la route et que c'est pas quelqu'un d'autre qui court à ma place. Donc pour des vérifications externes. Et puis un deuxième truc, c'est que cette balise satellite, elle a un petit bouton sur le côté qui s'appelle le bouton SOS. Et donc si je tombe dans un ravin, s'il m'arrive quoi que ce soit de pas bien, je peux appuyer sur le bouton et ça déclenche immédiatement les secours search and rescue comme on dit. Donc pour moi, c'était aussi un autre élément de sécurité de me dire, je vais me retrouver toute seule dans des endroits pas possibles dans le monde, au milieu de la cordillère des Andes ou au milieu du désert. Et ben voilà, j'ai quand même cette petite sécurité. On pourra me retrouver s'il m'arrive un truc malheureux. Donc c'était à la fois de la protection et puis aussi de la traçabilité. Alors sur le plan de cet itinéraire, de ces GPS qui t'ont suivi, comment tu as fait pour tracer ton parcours? Tu as pris un globe, un feutre et tu as tourné tout autour. Quels outils tu as utilisés et comment s'est déroulée cette mise en place, ces différentes étapes pour calibrer jour après jour ces 697 marathons? Oui, alors c'était une grosse question de savoir comment j'allais faire. Moi, je pense que si j'avais eu l'idée du moins de ce tour du monde il y a une vingtaine d'années, je pense que j'aurais vraiment beaucoup galéré parce que moi, les cartes en papier, les boussoles, etc., c'était pas trop mon truc. Mais nous sommes à l'époque de Google Maps et donc Google Maps a été mon outil fabuleux. Pour moi, c'était très important de planifier vraiment. J'avais un tableau Excel et je planifiais étape par étape. Pourquoi c'était important ? Parce que si je m'entraîne pour courir en moyenne un marathon par jour, il faut que j'ai la certitude que je vais pouvoir faire ce tour du monde en courant en moyenne un marathon par jour. Parce que c'est très différent de courir 40 km par jour ou 42 que d'aller en courir 60, 70 ou 80. Donc voilà, donc j'ai commencé par je me suis dit je vais partir du Portugal parce que pour traverser les continents, il faut partir d'un océan à un autre océan. Et dans le cas de l'Europe, on parle de l'océan Atlantique, mais on arrive aux rives du Bosphore, c'est le seul continent qui se termine pas avec un océan. Et donc je me suis dit je pars de Lisbonne, je pars sur la côte. Quelle est ma prochaine ville à peu près 40 km? Hop, je trouve une ville. Il y a de quoi y dormir, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a machin. Hop, quelle est la prochaine ville après 40 km? Et en fait, je traçais mon itinéraire comme ça. Pour l'Europe, je savais que je voulais plus ou moins courir le long de la côte méditerranéenne. Donc voilà, ça s'est passé sans problème. Sur l'Europe, je trouvais c'est un continent tellement densément peuplé que je trouvais tous les 40 km quelque chose. L'Amérique du Nord, c'était plus compliqué. Il y avait par exemple des segments de 100, 120 km sans aucune ville, sans rien.
Ah, donc là, du coup, je me disais, bon, bah alors voilà, faut planifier ça. Bah tiens, bah je camperai, donc je camperai au milieu de nulle part. Il faudra être safe parce que c'est le Montana, il y a des ours, il y a des cougars, il y a des chats sauvages. Voilà, faudra bien planifier où tu vas dormir la nuit. Et puis il faudra être en autosuffisance, donc il faudra transporter 3 jours d'eau, 3 jours de nourriture. 3 jours d'eau, quand on court un marathon par jour en plein été, c'est quand même facilement plus de 10 kilos additionnels. Donc ça, tout ça, faut le prendre en compte. Et voilà, mais une fois que c'est planifié, une fois que je sais ça, ça me permet d'y aller avec beaucoup plus de sérénité que si j'avais aucune idée. Donc voilà, en fait, j'ai planifié étape par étape autant que je pouvais sur les 4 continents. Et une fois que j'ai fait ce travail, qui m'a pris énormément de temps, on parle vraiment, c'est 2 ans de préparation, bah, une fois que j'avais tout ça planifié, je me suis dit, voilà, le plan, il va sûrement voler en éclats. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais la nature d'un plan, c'est de voler en éclats. Et bon, dans mon cas, il y a eu le Covid qui est arrivé. Mais je sais faire le plan, je manie bien les variables, je sais utiliser Google Maps, je suis devenue vraiment une experte. Et donc, bah voilà, quoi qu'il arrive sur mon chemin, j'arriverai à trouver la route qui m'emmène à l'autre bout du continent. Donc ça m'a donné cette certitude et voilà, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. J'ai passé tout mon temps libre. Quand je courais pas, je planifiais. Est-ce que tu as eu des surprises entre ce que tu avais planifié et cette route qui finalement n'était pas là, ce chemin qui n'existait plus ou quelque chose qui apparaissait comme roulant avec finalement un côté très escarpé et pas du tout conforme à ce que tu avais projeté? Oui, j'en raconte une dans le livre, je crois, dès le 3e chapitre, la traversée des Apennins. Les Apennins, c'est les Alpes qui séparent l'Italie en deux, en fait. Si vous passez de l'ouest de l'Italie à l'est, vous allez devoir traverser cette espèce d'épine dorsale de l'Italie, des montagnes magnifiques, mais je me rappelle que ce jour-là, je courais un peu au milieu de nulle part en pleine nature. C'était assez escarpé et puis la belle ligne bleue de Google Maps m'indiquait un chemin parfait jusqu'à mon point d'étape du jour. Et tout d'un coup, je me retrouve face à une rivière et pas de pont. Je vois pas le pont. Et je cherche, droite, gauche, rien. Et à ce moment-là, ça fait déjà, je crois, pas loin de 20 kilomètres que je suis partie de chez moi. Donc si j'arrive pas à traverser cette rivière, je refais 20 kilomètres dans l'autre sens pour une journée pour du beurre. Donc un marathon pour du beurre, c'est pas chouette psychologiquement. Et donc, au bout d'un moment, je me dis, il va falloir que je trouve le moyen de traverser cette rivière. Donc, j'ai laissé ma poussette sur la rive. J'y suis allée. J'avais de l'eau jusqu'à la taille et puis il faisait froid. On était au mois de février ou mars, je crois. Bref, donc je me suis retrouvée à traverser une rivière avec la poussette sur la tête, le sac sur la tête, tout ce que vous voulez, à courir au milieu de nulle part sur des chemins détrempés par la boue. Combien de fois Google Maps, combien de fois? Non, je suis pas très sympa. Disons que sur 700 étapes, il y a peut-être même pas 5% des étapes où j'ai eu des surprises, et encore. Non, c'est pas arrivé souvent, mais quand ça arrive, ça vous met un peu en pétard parce que vous vous dites, mince alors quoi. Enfin, Google Maps, tu peux faire mieux que ça quand même. J'avais presque envie de leur écrire un petit mot en leur disant, bah, votre itinéraire, il est foireux, là, il n'existe pas, il n'y a pas de pont, ou bien là, il n'y a pas de route de montagne, vous me faites passer, c'est très dangereux. Donc bon, c'est arrivé quelques fois, mais c'est resté anecdotique, et puis ça venait pimenter un peu l'aventure. Donc tu avais choisi une version complètement digitale, pas de roadbook papier, tu faisais confiance à la technologie. Ouais. Il n'y a pas eu de faille, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de plantage. Il n'y a pas eu de plantage, à part, bon, tu vois, il n'y a pas de pont, il faut traverser la rivière, c'est quand même un petit bug, mais hormis ça, non, j'ai toujours réussi à aller à mon étape du jour, j'ai toujours... parfois il y avait des routes en construction, parfois il y a des routes qui n'existaient plus, parfois voilà, il y a des petits trucs comme ça, mais j'ai toujours trouvé une parade, j'ai toujours trouvé. Je me rappelle qu'une fois en Espagne notamment, il y avait cette espèce d'autoroute, je crois que c'était en arrivant sur, est-ce que c'était Malaga? Et donc, tu sais, sur Google Maps, tu peux choisir itinéraire voiture, itinéraire vélo, itinéraire course à pied. Donc, je vérifiais toujours mon itinéraire course à pied en mettant vélo pour être sûr que ce soit praticable pour la poussette. Et ce jour-là, l'itinéraire vélo m'envoyait sur la plage carrément. Et c'est emmerdant parce que avec la poussette et les 3 roues et les 30 kilos sur la plage, elle avance pas la poussette, enfin vraiment pas du tout. Donc du coup, je me suis dit, bah, il faut que je remonte sur la route. Sauf que ce jour-là, pour aller, je crois vraiment que c'était Malaga, et bah, il y avait que l'autoroute. Donc là, c'était vraiment très, très, très emmerdant. Donc je me suis retrouvée à courir quand même sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute pendant une journée. Il y a la police qui s'est arrêtée quand même pour me dire que pousser son bébé sur la bande d'urgence de l'autoroute, c'était quand même moyen. Je leur ai montré que j'avais un sac, je leur ai montré que la seule possibilité, c'était de courir sur la plage et que voilà, il me manquait plus de 10 kilomètres pour arriver à l'étape du jour. Ils m'ont laissé faire. Parfois, j'avais même des escortes de police, c'est arrivé quelques fois, pas très souvent. Donc voilà, il y avait quand même des petits couacs, mais c'est resté très, très anecdotique sur l'échelle de ce Tour du Monde.
je recommande Google Maps. Alors, sur cette planification, sur cette carte Google Maps que tu as tracée donc sur ces 4 continents, est-ce que tu indiquais également des gîtes, des auberges de jeunesse, des lieux où tu pouvais te restaurer, peut-être te doucher également pour ne pas courir une fois que tu avais terminé ta journée vers une recherche qui aurait été, je pense, stressante et épuisante? Exactement. L'idée, c'était de se dire, bon, je cours déjà un marathon par jour, donc ça me prend la matinée. J'arrive vers l'heure du déjeuner. Voilà, j'aime bien me restaurer, pouvoir me reposer et pouvoir profiter de l'endroit sur lequel je suis. Donc, effectivement, si c'est pour perdre 2, 3, 4 heures à trouver un logement, en fait, finalement, je perds une partie de ma journée et aussi de ma récupération. Donc, l'idée, c'était au maximum de savoir. Donc, pour bien vous représenter à quoi ressemblait ce tableau Excel, j'avais par exemple l'étape du jour, donc jour numéro 352, voilà, Paris, Mantes-la-Jolie, 42 km. Dans la colonne d'après, je mettais 300 mètres de dénivelé positif. Dans la colonne d'après, je mettais route sur 80%, petit sentier sur 20% du chemin. Dans la colonne d'après, je mettais arrivée, grand choix d'hôtels, de gîtes, de chambres à louer, restauration et magasins sur place. Ça, c'était juste une ligne, une étape. Il y avait ce niveau de détail où je savais si j'allais trouver quelque chose ou pas. Donc, et pour moi, c'était intéressant parce que c'était important de le faire, ce travail-là, parce que du coup, j'avançais vraiment non seulement en sérénité, mais pendant le marathon, quelles que soient les conditions, je me disais toujours, à l'arrivée, je suis au sec, j'ai une bonne douche, et voilà, je vais pouvoir me reposer et passer au reste de la journée et profiter de ça. Donc, c'était important pour moi de faire tout ça. Bon, ça m'a pris 2 ans, on n'est pas obligé de rentrer dans ce niveau de détail. Mais moi, mon fonctionnement à moi fait que j'avais besoin de ce degré de détail pour être assuré. La directrice financière et budgétaire que tu es, est-ce que tu avais défini un plafond en termes des dépenses journalières? Comment tu as opéré pour calculer ton budget sur la globalité avec peut-être un détail que tu peux nous présenter sur les dépenses qui étaient celles d'une journée type, par exemple? Ouais, bien sûr. Donc j'ai directrice financière, on se refait pas, donc tableau Excel à nouveau. Et donc aussi mes voyages marathon de préparation m'ont servi aussi à affiner un peu ce qu'allait être la nature de mes dépenses. Donc j'avais le tableau, j'avais 2 tableaux. J'avais le tableau des dépenses quotidiennes. Je tenais ce tableau au quotidien. Je venais pour vérifier aussi pendant la course que j'allais bien réussir à tenir mon budget. Et il se trouve que j'avais pas de sponsor, donc j'étais entièrement autofinancé. J'y ai mis toutes mes économies. J'avais déjà 40 ans quand je me suis lancé dans l'aventure. Faut savoir, je possède pas de maison, pas de meubles, pas de voiture. J'ai rien de ça, donc j'ai vraiment tout mis dans l'aventure. Donc pour vous donner un exemple, sur les dépenses quotidiennes, il y avait grosso modo, il y avait le logement, la nourriture, les machines à laver. Alors machines à laver, j'en faisais une par semaine peut-être, mais c'est à tenir bien. Il y avait des petites dépenses de réparation d'équipements, etc. Racheter des bouteilles, racheter même les chaussures, etc. Il y avait des petits détails, par exemple en Europe, on change de pays, il y avait toujours le communication, donc mon forfait téléphonique, il y avait l'assurance aussi, il fallait une assurance. Donc tout ça qui était découpé en dépenses quotidiennes sur mes 2 premières années de course, toute la traversée de l'Europe et de l'Amérique du Nord, j'étais à précisément 79 € par jour. Donc voilà, après vous pouvez faire le calcul vous-même pour voir ce que ça représente sur 2 ans, mais voilà, c'est la coquette somme que je dépensais. J'étais très précisément à 79 € par jour. Alors, il y a des grandes variations. Bien sûr, les jours où on est en camping, on ne dépense pas grand-chose, mais voilà, même si c'est une petite chambre d'hôtel, ça a toujours un coût, etc. Et puis, s'ajouter à ça uniquement les quelques dépenses un peu plus grosses. Donc, il y avait les 500 € de ma poussette. Je crois qu'elle avait coûté pas loin de 500 €. Et il y avait mes billets d'avion qui finalement n'étaient pas si énormes que ça, parce qu'il y en a eu un entre l'Europe et l'Amérique du Nord, un entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, un entre l'Amérique du Sud et l'Australie, et puis le dernier pour revenir. Donc en fait, sur les 2 ans et demi, il y a eu 4 billets d'avion. Dans mon cas, il y en a eu un peu plus à cause du Covid, qui m'a beaucoup retardé. Donc voilà, donc tout ça, les finances, c'était vraiment. Je crois que le plan, quand j'avais préparé mon plan, j'étais à 80 € par jour, et ça me faisait marrer d'être toujours juste à 1 € en dessous en moyenne. Je me disais, voilà, je fais vraiment l'effort, je voulais être dedans. Alors par contre, je l'ai fait un peu en épicurienne, je vivais bien, je mangeais bien, j'aimais bien prendre ma petite bière d'après-course, donc j'ai testé la bière sur tous les continents, et ça faisait partie de mon régime alimentaire, et ça faisait partie de mon repos et de ma récup.
Donc, j'ai pas eu l'impression de me priver particulièrement. J'ai eu l'impression de bien vivre. Mais voilà, j'ai tout mis sur la table pour ça, pour justement bien le vivre. Voilà, du mieux que je pouvais. Et sur le plan de la tente, du duvet, c'est des choses que tu avais également testées. Est-ce que tu as des modèles peut-être à recommander parce que tu as bravé des fortes températures, mais aussi des températures relativement fraîches, voire très froides? Ouais, alors c'est marrant le test pour la tente parce que donc comme j'habitais pas loin de l'Australie, comme je t'ai dit plus tôt, mais souvent mes voyages marathons j'allais les faire là-bas et puis l'Australie en fonction des saisons, il y a des serpents, il y a des araignées, il y a tout ça et en fait moi j'en avais une peur bleue de tout ça et donc au début j'avais testé un modèle de tente qui s'accroche dans les arbres. Tu sais, c'est un peu comme un hamac et en fait, tu fermes ta fermeture. Et je m'étais dit, bah, au moins, je serai en suspension, donc je suis pas à la merci des animaux sauvages, etc. Sauf que après quelques nuits en suspension, dans un truc qui ressemble vraiment plus à un sarcophage qu'autre chose, je m'étais dit, non, mais là, ça va pas être possible. Et puis, il faut trouver un arbre suffisamment haut pour pouvoir, enfin, bref. Donc, du coup, je suis revenu sur une petite tente. Alors, j'aime pas faire de la pub parce que j'ai pas eu de sponsor, mais disons-le quand même. Voilà, je suis allé clairement chez Decathlon. Ils ont des modèles de tente très légers, très résistants, qui se montent rapidement, qui se transportent facilement. J'ai pas eu de problème. La même tente m'a fait toute l'aventure, le même sac de couchage, et j'ai eu aucun problème. À partir du moment où il y a une moustiquaire qui fonctionne bien, les araignées et autres espèces rampantes sont tenues à distance, donc j'ai pas eu à souffrir de quoi que ce soit. Voilà, une petite tente très simple, ça m'a pas posé de problème. Sur le plan des partenaires, tu l'évoquais, tu as été en autofinancement total. Est-ce que c'est un choix de ta part ou est-ce que peu de personnes ont répondu à ton invitation si tu les as sollicitées pour investir dans ce tour du monde? Tu l'as dit, hein, vous êtes une poignée de personnes seulement à l'avoir réalisé aujourd'hui. Donc ça paraissait peut-être un petit peu fou et ce qui a peut-être bloqué certaines entreprises sur leur volonté de t'accompagner. Comment tu l'analyses là, à distance de la préparation et à distance de la fin de cet objectif? Je m'y attendais. Clairement, d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à préparer mon tour du monde, j'avais même pas prévu d'aller toquer à la porte des sponsors. C'est des amis qui m'ont dit, mais tu devrais essayer quand même, t'as un projet incroyable, etc. Je savais pertinemment que comme j'ai aucun profil d'athlète, j'ai jamais gagné de compétition, je suis rien, moi, je suis rien. Je suis juste une amatrice qui aime beaucoup ce que je fais. Donc, il y avait rien qui, sur le papier, allait accréditer de ma capacité à aller au bout de ce truc. Donc, j'imaginais bien, en travaillant moi-même dans la finance, qu'une entreprise va pas mettre ses billes sur une amatrice complète dont on ne sait pas si elle va pas abandonner au bout de 2 mois parce que ce sera trop dur et qu'elle aura mal et que la neige est molle. Mais et donc je m'étais dit ça sert à rien d'aller toquer chez eux. Donc je suis allé quand même toquer. Et puis il y a une autre variable qui est venue en compte. Je me suis dit, il y a tellement, je ne sais pas si vous connaissez bien la situation des athlètes français, même ceux qui vont aux Jeux Olympiques, etc. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal, qui ne trouvent pas de sponsors, qui ont des boulots à plein temps ou à mi-temps et qui rament pour être les debout. C'est-à-dire que même des athlètes de cette dimension-là, faut voir, même pour eux, c'est compliqué d'aller en chercher. Donc, est-ce que c'était légitime de ma part? Moi, j'avais un peu ce complexe de me dire. Moi, je pars pas aux Jeux Olympiques représenter la France. Je pars pour mon petit plaisir, faire des petites vacances de 2 ans et demi autour du monde. Même si, bien sûr, il y a l'effort du marathon par jour, mais j'avais un peu ce petit complexe de pas vouloir non plus, de me dire c'est mon petit plaisir, je vais me le payer moi-même, quoi. Je vais pas demander à des gens de me payer mes vacances, en gros. Donc j'y suis allée seule et je m'étais dit, j'avais dans un coin de la tête, je me disais, si l'aventure se passe tellement bien et que je vais vraiment au bout de ce truc du monde, de ce tour du monde qui me fait quand même rentrer dans le cercle des 7 personnes au monde seulement qui l'ont fait, il y aura bien quelques personnes au placé qui se diront tiens, on va lui offrir cette prochaine paire de chaussures, on va faire un geste. Bon, alors c'est pas arrivé malheureusement. Si un fabricant de chaussettes m'a donné des chaussettes gratuites pour mon arrivée à Sydney, vous voyez. Donc en termes de sponsor, c'est tout ce que j'ai eu. Même le fabricant de poussettes, il a pas accroché à mon idée, alors que pourtant j'offrais le record du monde de la poussette sur un plateau doré. Mais non, mais je pense que c'est le genre d'aventure qui est tellement niche que si vous y allez et que vous n'êtes pas vous-même déjà quelqu'un de connu, quelqu'un qui a une grosse accroche sur les réseaux sociaux, pareil, si j'avais peut-être été une influenceuse, une youtubeuse, une instagrammeuse de malade avec du following, j'aurais peut-être trouvé, mais c'est pas du tout mon créneau. Moi, je suis pas très réseaux sociaux, donc voilà, j'ai pas cette accroche pour. Il faut aller les chercher, il faut les mériter les sponsors, j'ai envie de dire. Et moi, dans mon cas, j'avais pas ça.
Donc voilà, maintenant je me dis, tu vois, c'est peut-être un avantage. Maintenant que je l'ai fait ce tour du monde, peut-être que dans ma prochaine aventure, je vais trouver des sponsors parce qu'au moins j'aurai quelque chose à leur vendre entre guillemets. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Alors, il y a eu le projet livre. Tu as quand même voulu en faire un prolongement pour résumer, collecter. Alors, tu as dû y réfléchir et avoir le temps de mûrir ce projet. Est-ce que ça te trottait dans la tête pendant ces 2 ans et demi ou est-ce que c'est une rencontre, une opportunité qui s'est présentée à toi? Alors un petit peu des deux, mon capitaine. Déjà, j'écrivais mon blog tous les jours. Donc le blog, c'est vraiment le récit, c'est au jour le jour. Voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Je me suis levé, il faisait beau, j'ai eu le lever de soleil, les sensations étaient bonnes, j'étais sur une petite route. Tu racontes ta journée, voilà. Et puis. Est-ce qu'il y a une méthodologie d'ailleurs pour remplir son blog? Tu le faisais vraiment par rapport aux sensations, ce que tu as aimé dans ta journée, toujours du positif? Bah écoute, c'est marrant parce que bon, maintenant le tour du monde est fini depuis 1 an et 3 mois, mais ça m'arrive régulièrement. Je les ai imprimés tous mes billets de blog, donc j'ai 5 livres du tour du monde et sur chaque page de blog, j'ai les photos du jour, le blog et la carte avec le dénivelé. Donc ça me fait une page par jour, t'imagines. Donc il y a 700 pages. Euh, et j'aime bien feuilleter et je suis à chaque fois étonnée à quel point c'est même les journées difficiles en fait. On sent que du positif dans la manière dont je raconte. Et en fait, c'était ça, et c'est l'essence de ce voyage. C'était une aventure au quotidien, un truc intense de fou. Alors, ce que je raconte, non, ça varie, tu vois. Et c'est marrant parce que c'est différent de continent en continent, parce que c'est pas la même chose que je vis en Europe. J'étais un peu à la maison, hein, d'une certaine manière. Je me sentais chez moi. Et voilà, il y a des continents sur lesquels, en fonction des journées, si je rencontrais des gens, bah voilà, tout le blog va être autour de cette rencontre géniale, ou ça peut être quelque chose que j'ai vu en chemin, un animal. Ça peut être. En fait, j'étais très libre dans la manière dont je l'écrivais, mais quand je relis maintenant, je me dis, mais j'étais météorologue ou pas? Parce qu'à chaque fois, je raconte, voilà, si le ciel est bleu, s'il fait beau, quelle est la température du jour. Je pense que c'était important pour moi. Hein, j'étais seule en fait face aux éléments. Maintenant, dans l'écriture du livre, oui, elle m'a trotté dans la tête, même pendant l'aventure. C'était toujours un petit peu. J'avais un carnet sur le côté sur lequel je prenais d'autres notes parce que j'avais conscience que si j'allais écrire le livre, il allait falloir que ça soit une autre réflexion. J'allais pas vous refaire le coup du blog, ça aurait pas d'intérêt. Et puis encore une fois, tu vois, par exemple, je vois bien, je parle du temps tous les jours, c'est pas intéressant de lire que aujourd'hui il fait 0 degré, demain il fait 10 degrés, on s'en fout quoi. Donc il allait falloir trouver la ligne directrice de ce voyage, il allait falloir que le lecteur comprenne pourquoi moi, une petite bonne femme de 40 ans, j'ai pensé que j'allais pouvoir le faire, et pourquoi je me suis lancée, qu'est-ce qui fait dans ma vie que ça a du sens et que je suis allée au bout, et qu'est-ce qui fait que moi, je pense que j'étais vraiment quelqu'un d'ordinaire, qui a fait un truc extraordinaire, et j'ai envie de transmettre ce message à tous les gens ordinaires que nous sommes, que nous aussi, on peut aller trouver notre aventure. En fait, c'est le partage. Et donc, il allait falloir trouver le bon angle pour le raconter, qui allait faire que la personne qui lit le livre allait pouvoir se dire aussi, bah moi aussi. Et il n'y a pas besoin de partir aux antipodes pour trouver de l'aventure. Ça peut être dans le Loir-et-Cher, ça peut être en Bourgogne, ça peut être n'importe où. Elle est là aussi, l'aventure. Parce que quand je traversais la France en courant, j'avais la même intensité chaque jour aussi. Donc voilà, pour moi, c'était ça que je voulais transmettre. Donc oui, ça a pris beaucoup de réflexion. J'ai mis 8 mois à l'écrire quand même. Et puis là, il est sorti, il fait sa vie. Hein. Il s'appelle Le Monde sous mes pieds d'ailleurs. Et voilà, j'en suis contente parce que je pense qu'il est fidèle à l'aventure et il retrace sous un autre angle que le blog ce que j'ai vécu. Quel conseil, Marie, tu pourrais donner avec ton expérience d'un tour du monde à des personnes comme moi, comme toi tu l'as été, des personnes ordinaires qui souhaitent se lancer des défis qui, au premier abord, peuvent paraître extraordinaires. Mais quand tu l'as construit pas après pas, bah, tu t'aperçois que c'est finalement possible. Qu'est-ce que tu pourrais donner? Est-ce qu'il y a une méthode, tes grands principes, tes grandes lignes pour mener à bien ce projet? Parce que cet épisode a une portée également de conseils pour ces auditeurs qui, dans les années à venir, souhaiteraient se lancer des défis au long cours. Oui, alors moi je dis toujours que le plan, c'est c'est l'échelle, c'est le pont imaginaire que l'on construit entre son rêve et la lune ou les étoiles, peu importe ce que vous visez. Mais à partir du moment où vous faites l'effort de faire le plan, et ben tout d'un coup, entre votre tête et votre imaginaire et ces fameuses étoiles que vous visez, et ben il y a un chemin. À partir du moment où il y a un chemin, c'est faisable. Donc pour moi, ça c'est très important. Maintenant, il y a 4 principes clés. C'est d'abord d'avoir toujours en tête votre direction.
Moi, ma direction, elle changeait pas. Quand je pars du Portugal, ma direction, c'est Istanbul. Quand je pars de Seattle, j'ai une seule direction, c'est New York, etc. Donc, de n'avoir qu'un seul cap. Pensez à un bateau. Vous pouvez emmener votre bateau que dans une seule direction. Il peut pas avoir 3 directions à la fois. Donc, d'être toujours sûr d'avoir cet objectif en tête. Et moi, mon objectif, il était résumé pendant ce tour du monde en je fais le tour du monde pour découvrir le monde et prendre un plaisir fou en le faisant. Voilà, c'était ça. Et moi, ça, c'était mon motto. Je le savais. Donc, je me suis pas perdue parce que je savais où j'allais et je savais pourquoi et comment je voulais le faire. Donc, ça, c'est d'avoir très précisément en tête ce que vous voulez faire. Ça, c'est le cap. Le deuxième principe que j'avais, c'était le plan est essentiel, mais il va partir en éclat à un moment ou à un autre. Et votre force maintenant, c'est que vous savez faire le plan, donc vous pouvez le reconstruire au pied levé. Donc, adaptabilité. Le troisième principe, c'était, et j'en ai parlé pendant ce podcast avec toi, Sébastien, c'est à projet atypique, solution atypique. Si vous avez un projet atypique, mais des solutions bon marché, vous arriverez nulle part et vous aurez pas votre rêve unique. Et le quatrième précepte que j'applique, c'est celui de la motivation et du discours interne. C'est-à-dire, ayez un discours interne en adéquation avec votre rêve. Donc, essayez de vous décrocher un peu des chiffres, de la pression du nombre, du kilomètre-heure, du rythme, etc. Si votre rêve, c'est d'aller chercher l'aventure, voilà, votre discours interne, il est basé sur cette aventure, donc votre feedback, il est basé dessus. Et ça viendra uniquement cimenter votre motivation. Donc, soyez très conscient des mécanismes de votre propre motivation. Voilà. Donc, c'est mes conseils. Est-ce qu'après une telle expérience, il y a forcément d'autres aventures qui vont venir? Est-ce que tu arrives à rapidement te replonger dans cette préparation? Tu as de suite envie de monter un autre projet? Ou est-ce qu'il y a quand même besoin de se reposer et de souffler un petit peu? Je pense que c'est comme dans toutes les courses. Par exemple, vous allez faire votre premier marathon ou même votre 10e marathon, peu importe. En fait, à partir du moment où vous en avez fait un, ça ouvre la porte des possibles. Et c'est ça qui est génial. On en a parlé dans le podcast numéro 207 avec Bruno notamment. On l'a évoqué, de se projeter dans d'autres choses. Moi, par exemple, ce tour du monde, en aucun cas, c'est la fin de quelque chose. Pour moi, c'est le début. D'accord, j'ai couru autour du monde, mais il y a 1000 courses que j'ai pas faites, il y a 1000 endroits où j'ai pas couru, enfin 1000 plus même. Et donc, du coup, ça ouvre la porte d'autres choses. Par exemple, j'ai pas encore traversé l'Afrique, il a pas fait partie de mon tour du monde, ce continent. Et bah oui, donc il y a d'autres continents. Il y a 1000 choses à faire. En fait, ce qu'il faut considérer, c'est quand vous êtes lancé un défi incroyable, ce défi, que ce soit le premier ou le 10e du genre, c'est une porte qui s'ouvre, c'est la porte des possibles. C'est la porte à d'autres aventures, à d'autres choses. Si l'envie de courir en vous, elle est guidée par quelque chose de sincèrement, c'est un mot important, ancré en vous, vous le perdez jamais. Est-ce que tu as quand même, sur ces gros mois de préparation, sur ces différentes échéances qui ont mené jusqu'à la réalisation de ce défi, connu des moments où on a pu t'éloigner un petit peu de ce projet, où des personnes t'ont dit « Oh, finalement, c'est peut-être un petit peu trop ambitieux ». Et comment ne pas perdre le fil, comment ne pas perdre le cap quand tu es, toi, dans ton projet et que des éléments extérieurs viennent un petit peu te perturber ou mettre en doute ta capacité à réaliser un tel défi? Alors, j'ai eu beaucoup de chance dans la mesure où, quand j'ai eu l'idée de ce projet, je l'ai partagé uniquement avec mon entourage très proche, famille et amis très proches. Et alors, chose incroyable, il n'y a pas eu une personne dans ce cercle très proche autour de moi qui m'a dit « Mais non, mais t'es complètement fêlé, ça va pas, non, un tour du monde en courant, et puis quoi encore ?» Pas une personne. C'est-à-dire que c'est là où j'ai eu la conviction qu'en fait, ce projet d'aller faire le tour du monde, ce rêve, il était en accordance complet avec moi, avec qui j'étais, avec la manière dont je vivais ma vie, puisque ça n'a surpris personne de ceux qui me connaissent. Après, je suis pas allé le balancer sur les réseaux sociaux. D'abord, je suis pas très réseaux sociaux, mais c'est vrai que je pense que si on s'éparpille un peu trop et qu'on sait plus à qui on parle, on a peut-être des feedbacks qui vont vous déstabiliser. Moi, je suis restée dans un espèce de cocon assez sécurisé où j'en parlais vraiment à des gens qui me connaissaient vraiment bien et personne n'est venu me mettre du doute. Alors après, par contre, si on m'a challengé sur des côtés, mais comment tu vas faire ta logistique, mais etc. Et en fait, c'était à moi d'aller trouver les réponses pour les rassurer, et en les rassurant, me rassurer moi-même, en fait. Mais j'ai pas eu affaire à des gens qui ont repoussé mon idée en me disant que c'était de l'ordre de l'impossible ou que c'était pas dans mes cordes. Et en fait, ça m'a un peu surprise. Je pense que à un moment donné, je me suis dit, mais j'aimerais bien que quelqu'un me dise non, tu vas pas y aller, tu vas pas pouvoir. Ça me donnerait même une excuse pour pas y aller. Et en fait, c'est jamais arrivé. C'est ça qui est formidable. Et dans toute cette
préparation, dans tout ce cheminement que tu as vécu, qu'est-ce qui a changé en toi entre la Marie qui décide de tracer son tour du monde sur une carte et celle qui franchit la ligne d'arrivée du côté de l'Australie, du côté de Sydney? Qu'est-ce qui a changé en toi? Alors, ce qui a changé, et je pense que c'est quelque chose qui, de toute façon, est en évolution permanente chez moi depuis le moment où je suis devenu nomade, depuis mes 20 ans, quand j'ai quitté la France. En fait, c'est notre regard sur le monde qui change et qui s'affûte en permanence. Il faut garder cette humilité de se dire qu'on a tellement de choses encore à apprendre. Moi, en traversant ces continents, j'apprenais l'histoire, j'apprenais la géographie, la géologie, j'apprenais l'histoire des civilisations, j'apprenais la vie en société sur ces différents continents, j'apprenais au contact. Et en fait, ça vient à chaque fois changer, donner un autre regard à ce qu'on pense savoir. J'ai pris des leçons formidables en traversant même l'Amérique du Nord, en traversant les terres trumpistes. J'ai été accueilli avec une telle chaleur, une telle humanité. Et je me disais, et pourtant, je m'étais dit, bon, je traverse les terres où 80% des gens là-dessus, ils votent Trump. À quoi m'attendre presque? Et en fait, ça vient remettre en question beaucoup de choses. Ça vient éclairer différemment ce qu'on pense savoir. Donc ça, je pense que ça change en permanence. Ça m'a changé pendant le tour du monde, j'espère, je touche du bois, ça continue à me changer parce que je veux pas m'asseoir sur des certitudes. Peut-être que ce qui a changé en termes d'aventure, c'est que maintenant je sais que c'est faisable. Et c'est vrai que pendant tout le tour du monde, jusqu'à l'arrivée à Sydney, j'avais ce truc derrière au fond de ma tête qui me disait j'espère que je vais pouvoir faire le marathon de demain et celui de demain et celui de demain parce que je veux vraiment aller au bout de cette aventure. Donc maintenant, je pense que il faut pas que ça devienne une arrogance. Il faut garder l'humilité de se dire on est très humble face à l'aventure à laquelle on se frotte. Il faut pas acquérir une certitude en béton armé. C'est bien d'avoir du doute, en fait, de garder le doute. Pour conclure cet épisode sur la préparation, sur la définition d'un objectif, et on invitera les auditeurs à se pencher peut-être sur ce chemin qu'ils peuvent tracer jusqu'à leurs rêves. Tu as montré que c'était possible, mais je te laisse le mot de la fin pour conclure cet épisode. Alors, le mot de la fin, Sébastien, je pense qu'il va être celui-ci. Pour atteindre vos rêves et pour vivre au maximum la liberté ou le rêve que vous vous êtes imaginé, eh bien, ça vaut le coup de s'imposer une certaine discipline et de travailler à planifier. Et pour moi, c'est pas du tout antinomique avec la liberté et le rêve. C'est l'un qui permet l'autre, en fait. Voilà. Et de le faire en bonne intelligence. Si des auditeurs, Marie, veulent se lancer, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Et si oui, par quel biais? Eh bien, ils peuvent me contacter. Vous pouvez aller chercher. J'ai mon site internet en ligne, loutirun.com, et il y a une rubrique contact. J'ai toujours répondu à 100% de mes messages. Donc, déjà, j'ai pas des milliards de fans, mais je répondrai certainement, sans aucun doute, à tous les messages que je reçois. Voilà, ou même sur Facebook, Messenger, Instagram. Je suis présente. Vous pouvez me contacter. Je réponds à tous mes messages. Voilà. Merci à nouveau, Marie, pour cet échange. On avait abordé dans les précédents épisodes, et je remettrai dans les notes donc les 2 épisodes enregistrés à mi-parcours et à l'issue de ce tour du monde. Là, on était plus sur l'envers du décor, ce que le livre ne livrait pas, justement. Donc là, c'était l'occasion de faire un petit focus sur ces à côté, tout ce qui a été nécessaire en amont pour préparer ce tour du monde et ce grand défi. Merci Sébastien, au plaisir d'échanger à nouveau. Et pour les auditeurs, eh bien, à vous de vous lancer des défis. C'est parfois en fermant la porte, l'aventure est à portée de chaussures. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.